Salut à tous, c'est Ekichi. Aujourd'hui, petite vidéo pas du tout originale, et réalisée déjà dans son ensemble par plein de vidéastes Japon, j'imagine. Mais on va se détendre un peu et on va parler de 3 clichés du Japon. C'est parti. Le saké. Alors pour le saké, même si maintenant beaucoup doivent être au courant, du moins je l'espère, il doit subsister encore quelques résistants qui ne sont pas au courant. Il faut savoir que saké veut tout simplement dire alcool, ce n'est pas un genre d'alcool. Si vous entrez dans un bar ou un resto et que vous dites je veux du saké, c'est comme si vous disiez je veux de l'alcool. Et c'est ce que j'ai fait la toute première fois où je suis allé dans un bar, bien évidemment. Donc j'ai dû passer pour un alcoolique. Après je pense que certains barman, en voyant qu'on est des gaijins, nous servent ce que nous on appelle le saké. Ce que la serveuse a fait d'ailleurs, mais bon, si vous voyagez au Japon, ne faites pas cette erreur. Ce qu'on appelle le saké en Occident s'appelle en réalité du nihonshu, qui est un alcool de riz assez doux. Le nihonshu se rapproche beaucoup plus de la bière en ce qui concerne sa fabrication, qui consiste à faire fermenter du riz dans de l'eau de source à l'aide de levure ou de champignons. Et donc rien à voir avec le saké qu'on nous sert en digestif au resto chinois. Vous savez, le carburant infusé qui vous fait fondre l'œsophage. Ça s'appelle du Meikyu-ryu-shu, et pardonnez-moi pour la prononciation, qui est en général un alcool fort à l'extrait de rose. Le nihonshu japonais est un alcool de riz, donc assez doux dans son ensemble, bien qu'il existe plusieurs versions selon la qualité du riz et d'autres facteurs. Et il existe même des nihonshu pétillants. Enfin bref, une large gamme de nihonshu, généralement assez doux, une moyenne de 15 degrés d'alcool, improprement appelé saké en Occident. Les sushis. Alors là par contre je pense que c'est encore majoritairement dans l'esprit des gens de penser que les sushis sont le plat national du Japon. En France, quand quelqu'un dit qu'il va ou veut manger japonais, je pense que la plupart du temps il va manger ou s'attend à manger des sushis. Mais ça c'est la faute aux restaurants japonais de France qui sont tenus à 90% par des gens qui ne sont ni japonais ni d'origine japonaise. Et oui, j'ai sorti cette statistique du fond de mon cul. Mais je suis sûr que je suis pas loin de la vérité. Et ces restaurants ne servent en général que des sushis en plats japonais, au milieu de plein de plats asiatiques, chinois, vietnamiens ou coréens. Du coup, les sushis étant la spécialité nationale du Japon est une croyance occidentale liée à leur seule utilisation dans les restaurants asiatiques et parfois même les restaurants japonais. Les restaurants de sushis au Japon ne servent que très rarement autre chose que des sushis, car déjà c'est une spécialité propre à ces restaurants et qu'il y a énormément de choix. Le sushi au Japon est un mets pas de luxe, mais quasiment. Même s'il y a des enseignes qui font des sushis à 1 euro, dont les Japonais ne sont pas hyper friands et ne considèrent même pas que ce sont des vrais sushis, globalement ça reste un mets assez cher. Qui est justifié par sa qualité ou la qualité du restaurant et le savoir-faire du chef sushi, dont la profession demande beaucoup d'années de pratique et d'apprentissage. Donc quand vous mangez des sushis et des makis au kiri et au thon en boîte, vous ne mangez pas des sushis. Mais une pâle imitation qui est un affront dans la préparation et la qualité. Bon après je sais bien qu'on va pas se taper un aller-retour au Japon juste pour manger des vrais sushis, ça ferait un petit peu cher. Les Japonais vont plutôt préférer aller manger des ramen beaucoup moins coûteux et plus consistants. Et il y a aussi bien évidemment beaucoup d'autres plats typiques et traditionnels comme l'okonomiyaki, le sukiyaki, le takoyaki, teriyaki, et ça fait beaucoup de ki. Oui bon, désolé, j'essaye d'être drôle. Parfois. Les yakuza. Alors, les Yakuza ne sont pas ce que vous pensez, du moins ne le sont plus. Et je m'adresse bien évidemment à ceux qui pensent que les Yakuza sont des mafieux sans foi ni loi qui sèment la terreur et se coupent un doigt en guise de punition. Ça fut le cas, mais c'est pas exactement ça. Et j'avoue avoir une petite fascination pour cette organisation. Les Yakuza seraient la plus grande organisation de crime organisé sans pour autant être secrète. En effet, ils sont la plupart du temps couverts d'une structure légale du type associatif. C'est pour cela que les bâtiments de leurs bureaux sont globalement à la vue de tous avec généralement l'emblème de la famille qui la dirige. Ah, les Japonais leur don de rendre légal ce qui ne l'est pas. Il est encore aujourd'hui difficile d'en savoir plus sur l'origine précise des Yakuza. Il y a bien évidemment une hiérarchie assez précise dirigée par le patriarche, bien que les membres ne sont pas forcés d'être de la même famille. Et là où certains pensent peut-être encore que ce sont des criminels, même si théoriquement oui, ils en sont, ils obéissent à un code assez strict à l'image du Bushido des samouraïs. Ils ne peuvent par exemple pas offenser un honnête citoyen, se droguer, voler l'organisation, bon là ça paraît logique. Ils doivent obéissance et respect à leurs supérieurs, comme à l'image de tout salarié au Japon d'ailleurs, accepter de mourir ou d'aller en prison pour le patriarche, ou encore ne pas tuer quelqu'un qui ne fait pas partie de la pègre. Sinon oui, ils ont le droit de le buter. Mais à part ça, ce ne sont pas des gros criminels sans foi ni loi qui tuent à tort et à travers et raquettent les honnêtes citoyens, sauf peut-être les commerçants. En effet, la majorité de leurs revenus provient d'une taxe imposée aux commerçants en échange de la protection de son commerce, sous peine de le détruire eux-mêmes. Oui, comme le Japon est un pays assez sûr, les commerçants n'ont pas réellement besoin de protection. Donc en fait, ils les protègent d'eux-mêmes. C'est un concept, mais ça marche. Dans certains cas, la protection peut être essentielle, comme par exemple dans les bars à hôtesses. Si un client est désobligeant avec une fille, le barman peut appeler un yakuza pour lui mettre la pression ou tout simplement lui donner une correction. Ou intervenir par eux-mêmes si c'est eux qui gèrent directement l'établissement.
Ils tirent également leurs revenus de chantage sur des entreprises qu'ils menacent de dénoncer pour certaines pratiques et aussi en achetant des actions afin de siéger au conseil des actionnaires pour faire pression sur une entreprise. Enfin bref, plein d'activités financières beaucoup trop complexes pour qu'un débile comme moi vous les explique. En bas de l'échelle hiérarchique des Yakuza, il y a ce qu'on appelle les Shatei. Et croyez-moi, ils ne font pas le travail d'un Yakuza classique. Ils sont en général chargés de répondre au téléphone, nettoyer les locaux, faire des achats pour les membres plus haut gradés, rien de bien reluisant quoi. Bon après ils peuvent monter en grade en faisant des choses plus ou moins légales. Mais les lois étant de plus en plus strictes, il existe de moins en moins de Yakuza qui se reconvertissent en général dans des travaux manuels comme le bâtiment par exemple. Bon après, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe plus. Mais c'était pour décrédibiliser un peu ce cliché du criminel sans émotion, alors que parfois même ils peuvent s'attirer la sympathie des gens du quartier de conserver la sûreté du coin. Voilà, c'est tout pour ces 3 clichés majeurs, alors je suis conscient qu'il y en a bien évidemment plein d'autres. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire et me dire si tu veux que je fasse une vidéo sur 3 autres clichés, 3, 4 ou 5 d'ailleurs. Je t'invite à mettre un petit like, partager la vidéo si tu veux m'aider à gagner un petit peu en visibilité et bien évidemment ne pas hésiter à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.